On va encore attendre quelques secondes avant justement de rentrer dans le vif du sujet, donc sur ce webinaire concernant le mécanisme du BSR. En tout cas, moi, je suis très très content donc, de faire ce premier webinaire pour Seed Legals concernant le BSR. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à ce sujet-là, ou du moins que vous avez déjà un certain intérêt, que ce soit en tant que peut-être entrepreneur ou en tant qu'investisseur. Donc l'idée, voilà, c'est de démystifier un peu justement ce qui se cache derrière ce mécanisme d'investissement qui est le BCR pour financer votre startup. Et donc on va prendre une petite heure, peut-être un peu moins d'une heure, pour justement passer en revue un peu justement les points importants qui concernent le BCR. Alors, vous avez la possibilité d'ailleurs de pouvoir interagir directement, vous savez, sur les questions-réponses. Donc, posez vos questions. J'y répondrai à la fin justement de ce webinaire. L'idée est justement que ce soit quand même un forum pour vous, pour qu'on puisse répondre aussi à toutes vos questions, au-delà justement de la présentation BSAR que je vais pouvoir faire. Alors, est-ce que tout le monde est à peu près arrivé? Je pense que on va pouvoir, à mon avis, commencer. Je pense que là, tout le monde va commencer à arriver, donc c'est parfait. Alors, donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Marc, j'ai 30 ans et je suis un ancien avocat en droit des affaires. Donc, j'ai exercé pendant quelques années en cabinet, dans un grand cabinet parisien. Et durant quelques années, en fait, j'ai pu conseiller des entrepreneurs et des fonds d'investissement dans le cadre justement de leur tour de financement, que ce soit du BSAR, que ce soit dans le cadre de levée de fonds, seed, série A, série B, mais également dans la mise en place de BSPCE pour les salariés, etc. Donc vraiment, je travaillais un peu dans l'écosystème tech, mais du côté avocat. Et maintenant, j'ai rejoint donc l'équipe française Seed Legals en tant que legal product pour justement développer tous les produits qu'on propose sur la plateforme, et en même temps répondre à toutes les questions juridiques qu'on peut se poser sur ces produits-là. Et rapidement, donc sur Seed Legals, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une entreprise donc anglaise qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et en fait qui vise à digitaliser toutes les opérations sur le capital, tout ce qui est aussi partage du capital avec les salariés. Et donc plus concrètement, sur la plateforme, vous avez la possibilité de pouvoir organiser donc vos transactions juridiques, que ce soit du BSR, que ce soit des levées de fonds, des mise en place de BSPCE. Et à ce titre-là, vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer justement votre transaction, votre opération de BSAR, de générer la documentation juridique et de la circuler aux investisseurs pour signature, d'archiver ensuite les documents sur la plateforme et de recevoir justement l'argent des investisseurs. Donc c'est hyper rapide, c'est hyper simple, et vous avez la possibilité de centraliser justement toutes les informations sur une seule plateforme. Donc ce qui est quand même en termes de un peu de transparence, de facilité, de rapidité, c'est un outil qui justement répond bien aux besoins des entrepreneurs. Et encore une fois, donc rapidement, Seed Legals donc, a commencé en Angleterre, a commencé aussi en France il y a à peine 2 ans. Et on a ouvert aussi à Singapour, à Hong Kong, là en Irlande. Et là, plus récemment, il faut savoir qu'il y a eu plus de 1 milliard d'euros qui ont été levés via des transactions organisées sur la plateforme. Donc, vous voyez, il y a eu énormément de transactions réalisées en Angleterre et en France, ce qui nous permet, nous, notre côté, déjà, au-delà du fait qu'on est hyper fiers justement d'avoir atteint ce stade de développement, mais c'est surtout aussi d'avoir un certain nombre de données qu'on a de notre côté pour pouvoir justement un peu plus vous expliquer ce qui se passe aussi dans la pratique. Donc là, on va commencer, on va attaquer avec ce webinaire sur expliquer qu'est-ce que le mécanisme du BSAR. Peut-être pour vous expliquer, je vais vous présenter le sommaire justement de ce webinaire. On va le partager en 4 parties. Alors, le premier, ça va être donc avant de commencer un peu plus sur qu'est-ce que le BSR. En fait, on va quand même déjà un peu parcourir les différents mécanismes de financement pour justement comprendre où est-ce que se situe ce BSR par rapport aux autres outils de financement qui existent sur le marché. Deuxième partie, là, on va rentrer dans le détail sur comment fonctionne un financement en BSR.
Troisième partie, on va être sur la différence entre le BSR et la levée de fonds qui est plus traditionnelle. Et à la fin, je vais vous montrer rapidement comment justement se met en place un BSR sur la plateforme Seed Legals. Alors, sur les mécanismes de financement, encore une fois, on va rentrer sur la partie BSR un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est vraiment un peu d'avoir un panorama, parce qu'on parle de financement de startups, c'est comment justement les startups arrivent à lever des fonds. Et justement, là, sur cette slide-là, on vous les a un peu présentés un peu en trois parties. Déjà, la première partie, c'est sur l'aspect dilutif, sur le quasi-fonds propre et sur le non dilutif. C'est quelque chose, à mon avis, qu'en tant qu'entrepreneur, ça doit vous parler. Vous voyez, dans la première partie, vous avez donc tout ce qui est augmentation de capital, mécanisme du BSR. Donc là, c'est vraiment, on va rentrer dans le capital directement, c'est-à-dire qu'un investisseur va mettre de l'argent, rentre dans le capital de la société. C'est pour ça qu'on est vraiment sur du dilutif, sur du fonds propre, etc. On verra avec le BSR, mais on est plus sur une augmentation de capital différé. Mais en tout cas, voilà, bien avoir en tête qu'on là, l'idée, c'est qu'on rentre directement dans le capital de la société, soit à un instant T, soit ultérieurement. Deuxième partie, c'est vraiment plus du quasi-fonds propre. Alors, vous voyez, vous avez le compte courant associé, vous avez l'obligation convertible. Là, l'idée, c'est que vous apportez du cash à la société. Là, soit la société, en fait, vous doit du cash, donc il y a une dette envers vous, ou soit vous avez la possibilité de convertir cette dette en action. C'est pour ça qu'on appelle ça du quasi-fonds propre. Et par exemple, les obligations convertibles, c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin, à la fin, donc, vous avez plutôt sur le non dilutif, c'est-à-dire que là, on ne rentre pas du tout dans le capital de la société, c'est vraiment de la dette en fait qui est apportée. Vous avez donc les emprunts bancaires, vous avez les prêts financés donc, par BPI France, que tout le monde connaît, ou même par les PGE plus globalement, ou vous avez les subventions de région. Donc voilà un peu sur le panorama justement des mécanismes de financement. L'idée n'est pas du tout de dire il faut absolument passer par que du BCR, que des obligations convertibles ou que des emprunts bancaires, pas du tout. Mais l'idée, c'est de tirer un peu sur toutes ces cordes-là en fonction de votre besoin pour financer votre cycle de trésorerie et le développement de votre société. Ensuite, on va parler, maintenant, on va rentrer dans le sujet sur le BSAR. Alors peut-être avant de rentrer dans ce mécanisme vraiment un peu plus technique, on va dire, du BSAR, on va prendre un petit peu de recul et on va essayer de comprendre un peu la genèse justement du BSR, comment c'est arrivé. Donc ça va peut-être être mon petit moment Stéphane Bern du webinaire, mais en tout cas l'idée c'est de dire le BSR, en fait ça nous vient des États-Unis, donc il y a plus d'une dizaine d'années. En fait ça vient donc de Californie. Alors pour ceux qui connaissent, c'est issu donc du SAFE américain, du Simple Agreement for Future Equity, en fait qui a été créé par l'accélérateur Y Combinator. Et donc, vous savez, cet accélérateur très connu, justement, qui a fait naître des entreprises comme Airbnb. Et en fait, l'idée à cette époque-là, c'était justement d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide sur le financement des startups en justement réduisant considérablement le processus de financement. Ensuite, ce SAFE américain a voyagé en Angleterre et ensuite est arrivé en France. Alors, c'est arrivé plutôt en 2013-2014 et a été mis en place par, donc, vous connaissez tous, l'incubateur The Family, qui justement un peu traduit ce SAFE américain en droit français via justement le BSR. C'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'un BSR? Alors, le BSR, c'est un bon de souscription d'actions auquel est attaché un accord d'investissement rapide. C'est pour ça que vous avez le R, accord d'investissement rapide. En fait, donc vous avez un BSA. Je ne vais pas rentrer non plus dans la cuisine trop technique juridique, mais c'est donc un bon de souscription auquel est attaché en fait ce contrat avec des termes et conditions. L'idée, c'est que vous avez donc un investisseur qui va investir dans une startup et en contrepartie, donc cet investissement, il va souscrire à un BSAR qui va lui donner le droit de convertir ultérieurement son investissement en actions. Donc dans la société, il va pouvoir rentrer au capital de la société à l'occasion d'événements déclencheurs futurs. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment dans ce BSAR, ça correspond en fait au montant de l'investissement apporté par l'investisseur. Donc vous avez un investisseur R, vous avez un BSR. C'est assez clair. Vous voulez mettre investisseur R, vous voulez mettre 150 000 euros, vous allez investir 150 000 euros dans la boîte, vous allez souscrire pour 150 000 euros à ce BSR qui ensuite va vous donner droit à convertir
ce BSR en action dans la société. Et encore une fois, je vais un peu le répéter un peu plus tard, justement, sur les différences par rapport à une augmentation de capital. Mais là, l'idée, c'est pourquoi on veut passer justement par le processus du BSR, avant justement peut-être d'aller un petit peu plus sur le mécanisme, qu'est-ce qu'on met dans un contrat R, quels sont les termes et conditions. L'idée du BSAR, c'est que quand vous voulez rentrer via une augmentation de capital dans la société, ça implique donc une émission d'actions et ça implique forcément de valoriser à un instant T la société. Et on voit bien que des jeunes entreprises qui sont à un stade de maturité très early stage, c'est souvent assez compliqué de valoriser justement juste leur activité, leur business. Et en même temps, l'idée pour les entrepreneurs, c'est de recevoir quand même rapidement des fonds pour développer leur projet, d'accélérer, de recruter et justement d'aller chercher leur product market fit. Et donc, c'est pour ça que justement, ce BSR, là où il a un énorme intérêt, c'est qu'il vient repousser à plus tard le sujet de la valorisation exacte de la société, donc au moment où il va rentrer au capital de la société, et également évite de rentrer dans des discussions un petit peu plus longues, un peu complexes, autour notamment de term sheets pour des pactes d'associés. Je ne sais pas si en tant que fondateur, vous avez eu l'occasion déjà de commencer à justement regarder ces sujets-là sur les term sheets pactes d'associés. C'est les documents qui peuvent être déjà à première vue un petit peu arides, mais c'est surtout qui mettent du temps à négocier avec des investisseurs. Donc, le temps que vous passez à négocier des term sheets, des pactes d'associés, des valorisations de société, c'est du temps en moins pour vous concentrer sur votre business et justement d'accélérer s'il y a un besoin d'aller rapidement sur un marché. C'est pour ça qu'on revient sur cette idée du BSAR, de bon de souscription d'actions, qui vous permet de recevoir des actions ultérieurement à l'occasion d'événements déclencheurs futurs. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, sur le sujet de la valorisation, on la remet à plus tard. Par exemple, à l'occasion d'une prochaine levée de fonds, on va en discuter. Mais l'idée, c'est qu'on va donc différer tous ces sujets-là à plus tard pour justement récupérer rapidement de l'argent des investisseurs et accélérer. Donc ça, c'est la partie donc, sur le fonctionnement. Et ensuite, je vous ai expliqué durant la présentation, c'est que ce BSAR, il va être converti en action à l'occasion d'événements déclencheurs futurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux timings pour la conversion. Le premier, c'est que le BSAR, en fait, il va être converti, déjà dans un premier temps, à l'occasion d'une prochaine levée de fonds significative. Significative, c'est généralement, on va se mettre d'accord avec un investisseur R, on va se dire, c'est une levée de fonds de plus de 500 000 euros, 700 000 euros, 1 million d'euros. Généralement, c'est une levée un peu seed par, je sais pas, des investisseurs VC qui veulent rentrer au capital de la société. Et en fait, c'est à ce moment-là, au moment où justement il y a cette nouvelle levée de fonds significative, qu'on va arrêter la valorisation de la société. C'est à ce moment-là qu'on va négocier justement tout ce qui est la term sheet, tout ce qui est les droits qu'on veut mettre justement dans le pacte d'associés, et justement qu'on va structurer toute cette opération. Et donc, c'est à ce moment-là que l'investisseur R, lui, va faire son entrée au capital dans la société. Donc ça, c'est le premier timing pour la conversion du BSR. Vous avez un deuxième timing qui est à la date butoir. Pourquoi on parle de date butoir? En fait, c'est de dire que s'il n'y a pas eu de levée de fonds significative euh, au bout de 12, 18 mois, 24 mois, l'idée, c'est que l'investisseur R, à ce moment-là, il va pouvoir convertir son BSR en action à la date butoir. Donc, vous voyez, en fait, dans tous les cas, l'idée, c'est que l'investisseur R, on l'appelle R parce qu'il a un BSA-R, c'est qu'il va convertir soit à l'occasion de cette prochaine levée de fonds significative, soit à la date butoir. Mais dans tous les cas, l'investisseur R, lui, ne va pas pouvoir récupérer son cash. Lui, son option, c'est de rentrer au capital de la société ou ne pas rentrer. Mais dans ce cas-là, il fait, on va dire, un investissement à perte. Donc, vous voyez, il y a bien ces deux timings, et c'est ces deux timings-là, en fait, qui sont reflétés après, derrière, dans justement le contraire. On vous a justement un peu listé les principes clés que vous allez trouver dans votre contrat de BSR, donc ce fameux contrat
cet accord d'investissement rapide qui vient un peu justement encadrer justement dans quelle mesure quelles sont les conditions dans lesquelles le BSR va être converti en action. Donc déjà, on a parlé du premier timing, qui était à l'occasion d'une prochaine levée de fonds significative. Et à ce moment-là, justement, vous mettez d'accord avec votre investisseur R directement dans le contrat sur 3 principes clés, qui sont donc la valorisation cap, la valorisation floor et le taux de décote. On en reparlera un peu plus tard dans les prochaines slides pour justement vous expliquer comment tout ça tourne. Mais l'idée, c'est de dire justement l'investisseur R qui va convertir son BCR dans la société, il ne pourra pas convertir une valorisation au-dessus de ce cap. Il ne pourra pas convertir une valorisation en dessous de ce cap, donc en dessous de ce floor, pardon. Et du coup, par rapport justement à des investisseurs VC qui vont rentrer en seed ultérieurement, et du coup, on va appliquer aussi un taux de décote. Et en fait, ce taux de décote, encore une fois, il est hyper important et il est hyper intéressant pour un investisseur R parce que si on se remet lui de son point de vue, il va quand même apporter de l'argent à la société, 150 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros. Et donc derrière, il faut aussi qu'il trouve un intérêt, il faut qu'on récompense aussi cette prise de risque. Et donc c'est pour ça aussi que vous avez ce taux de décote qui peut s'appliquer et on va en reparler. Ensuite, dans les autres principes clés du contrat BSAR, vous avez, par rapport au deuxième timing dont on a parlé, qui est la date butoir, vous avez donc 2 principes clés aussi que vous allez être amené à négocier avec votre investisseur R. Ce sont donc la valorisation butoir. Quelle sera la valorisation à laquelle donc, le BSAR sera converti en action et la date de la date butoir. Donc, c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois, etc. en fonction justement des perspectives d'évolution, de développement que vous avez pour votre boîte. Et le dernier point clé, on va dire, dans le contrat BSR, sont les engagements aussi des fondateurs vis-à-vis de l'investisseur R. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un investisseur R, du coup, qui va mettre de l'argent dans votre société, encore une fois, il y a les sujets plutôt financiers sur la décote, etc., qui sont justement intéressants pour lui. Mais il y a aussi d'autres sujets, en tout cas, auxquels l'investisseur R souhaite avoir des garanties. Encore une fois, au moment où il va souscrire à son BSR, il n'y a pas de pacte d'associés généralement, il n'y a pas de term sheet qui sont négociés. Tout ça se fait ultérieurement. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre également d'engagements que les fondateurs vont prendre avec l'investisseur R, parce que c'est des points qui sont négociés. Si on rentre un peu plus dans le détail, typiquement, c'est quoi? C'est de dire, moi, toi, investisseur R, parce que tu es lead lors du tour de financement, à ce moment-là, je vais te donner un certain nombre de garanties. Par exemple, tu vas pouvoir être partie au pacte d'associés. Je te garantis, je ferai en tout cas mes meilleurs efforts pour que tu bénéficies d'un certain nombre de droits, d'un droit de préemption, d'un droit d'antidilution. Et même si vous avez, par exemple, un investisseur R aussi qui apporte un ticket important, il peut aussi demander ce qu'on appelle donc des droits plus politiques, c'est-à-dire demander une place au board. Vous savez, ce comité stratégique en fait, qui peut être mis en place à l'occasion d'un prochain tour, notamment avec des VC. Et cet investisseur R qui met un gros ticket peut dire moi, j'ai envie aussi d'avoir une place au board pour aussi avoir mon mot à dire, ma voix dans la gouvernance de la société. Et donc, tout ça, justement, c'est ce que vous allez un peu négocier avec votre investisseur R dans le contrat. Donc, voilà pour les principes clés que vous allez avoir. Maintenant, on va revenir un petit peu plus sur ce qu'on s'était dit sur valorisation cap, floor et décote, parce que c'est le sujet qui est un petit peu plus technique du contrat R et que justement, l'idée, c'est un peu de démystifier tout ça. Comment ça marche en fait pour un investisseur R? En fait, l'idée, c'est de dire, on va fixer notre valo cap, notre taux de décote et notre valo floor. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, lors du prochain tour, on l'a dit, il y a une valo qui va être fixée, qui va être arrêtée par des futurs investisseurs. Et la question est de savoir, en fait, où est-ce que va se situer cette valorisation du prochain tour. Là, dans cette première hypothèse, on a une valo du prochain tour qui est au-delà de la valo cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'investisseur R, lui, va convertir son BSAR à la valo cap et non pas à la valo du prochain tour qui est supérieure à la valo cap.
Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant justement pour un investisseur R, parce que mathématiquement, il va recevoir plus d'actions. Vous avez une deuxième hypothèse, c'est si vous avez la valo du prochain tour, donc avec les futurs investisseurs, donc ça on en a parlé avec les deux timings, on est dans le premier timing. Si vous avez une valo du prochain tour qui est située entre une valo cap et la valo floor, à ce moment-là, justement, va jouer le taux de décote. Et donc là, c'est de dire, ton investisseur R, tu ne vas pas convertir ton BSAR sur le même prix par action que vont payer les futurs investisseurs. Justement, je vais t'apporter une décote. Donc, imaginons, si on prend un exemple, vous avez donc les futurs investisseurs, on va les appeler les investisseurs, les VC par exemple, ils vont payer 100 euros par action et avec l'investisseur R, on est convenu justement d'un taux de décote à 20%. Et à ce moment-là, l'investisseur R, lui, va convertir son BSR en action, non pas sur la base d'un prix par action de 100 euros, mais sur la base d'un prix par action de 80 euros, 20% de décote. Et c'est là où on voit justement, où on récompense la prise de risque qui a été prise par l'investisseur R en apportant de l'argent dans la société à un moment assez early stage. Et la dernière hypothèse, c'est si donc, la valorisation du prochain tour elle est inférieure au floor, donc à la valo plancher qu'on a fixé. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que la société elle n'a pas forcément atteint les objectifs qu'elle voulait atteindre. Peut-être qu'elle n'a pas eu le product market fit qu'elle cherchait. Elle n'a pas eu peut-être l'équipe qu'il fallait, les recrutements, etc. Et donc, finalement, on est plutôt sur une hypothèse un peu plus down. Et donc, à ce moment-là, en fait, l'investisseur R va convertir non pas sur la valo du prochain tour, mais plutôt à la valorisation floor. Mais c'est vrai que pour l'investisseur, ce n'est pas du tout le scénario qui est recherché de son côté. On est plutôt sur les précédents scénarios que je vous ai montrés. Après, une fois que je vous ai un peu expliqué comment ça se situe sur les histoires de valorisation, en fait, quel est l'intérêt pour un investisseur R d'investir en BSR dans la société. Donc là, on le voit bien, hein, il y a quand même un attrait très, très financier par rapport aux prochains investisseurs qui vont rentrer au capital de la société. On le voit bien que c'est l'histoire de valorisation cap, décote et floor. Et encore une fois, il faut le rappeler, c'est pas parce qu'en BSR, on est en train de dire qu'on n'a pas envie justement d'arrêter et de cranter une valorisation fixe de la société à un instant T. On est en train de dire qu'on va encadrer justement cette valorisation dans le futur. C'est pour ça qu'on va parler de cap, de floor et des codes, si c'est justement des notions peut-être qui vous parlent ou pas. Mais une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites, OK, très sympa, il m'a parlé des valos cap et floor, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les montants en fait du cap et du floor? Et je pense que justement, un avocat aurait pu vous répondre juste, c'est de la pure négociation avec un investisseur R, enfin, en tout cas entre les fondateurs et un investisseur R. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit de notre côté, comme il y a eu énormément justement de trafic, de transactions en BSR qui ont été générées, ça nous permet justement de donner des tendances de marché et de voir aussi comment justement sont un peu réfléchis, sont un peu discutés et négociés ces histoires de valorisation. Il y a un peu deux façons de voir ces sujets de valorisation, notamment de cap et de floor, à mon sens. Déjà, c'est par rapport à la maturité de votre projet. C'est de se dire, en fait, où est-ce que vous voyez votre startup dans 12 mois, dans 18 mois, dans 24 mois, compte tenu en fait de l'argent en BSR que vous allez obtenir. Parce que si vous récupérez de l'argent en BSR, c'est pour financer votre développement, pour recruter une nouvelle équipe, etc. Et c'est peut-être pour vous dire, je sais parce que j'aurai besoin, compte tenu du cash que je vais recevoir, de relever dans 12 mois. Et à ce moment-là, c'est un peu de se dire, où est-ce que je vois ma société, ma startup dans 12 mois? À quel stade de maturité? C'est pour ça que là, on vous a fait un petit tableau justement en fonction de la maturité de votre projet. On y a un peu associé des fourchettes de valorisation et vous expliquer un petit peu dans la formation sur le côté, en fait, à quoi ça correspond justement cette maturité de votre projet. Donc, vous voyez, si vous êtes vraiment à un niveau, vous êtes au tout début, vous êtes sur un concept et vous vous dites, moi, je pense que d'ici dans 12 mois, je vais plutôt être à un stade de génération de revenus. Je vais pouvoir commencer à avoir mes premiers clients, je vais commencer à avoir avoir du chiffre d'affaires et peut-être
un petit peu, en tout cas, peut-être du MRR, si vous êtes aussi sur un produit plus SaaS, ça vous permet de vous donner, de vous projeter un peu sur les valorisations à retenir. Et donc, typiquement, si on revient sur le cap, c'est de se dire, bah voilà, moi, mon cap, je pense être sur une maturité du projet, plutôt génération de revenus. Et donc, si tout se passe bien, si je vais bien suivre mon BP, j'atteins mes objectifs, je serai plutôt sur une valorisation assez haute et donc plutôt autour allez, de 3 millions d'euros, par exemple. Et donc, tout ça, ça vous permet de vous donner en tout cas des indices pour savoir où est-ce que je vais me situer, me projeter dans une période de, encore une fois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Ensuite, il y a une autre façon peut-être de voir le sujet de la valorisation, et notamment pour déterminer un peu ce cap et ce floor, c'est peut-être par rapport au pourcentage du capital que vous comptez en tout cas donner à des futurs investisseurs. Et ça vous permet quand même de pouvoir donner et de déterminer une prochaine valorisation. Je m'explique. Généralement, nous, ce qu'on voit sur la plateforme, c'est que dans le cadre d'investissement, de tour de table plus seed, plus important, ou même avant, hein, on voit plutôt que les fondateurs, en moyenne, ils cèdent entre 10 et 20% du capital de leur société. Donc, on parle vraiment dans les deux timings, c'est le premier timing et la prochaine levée de fonds significative dont on parlait, qui permet de la conversion du BSR. Généralement, à ce moment-là, il y a une dilution voilà, autour de 10 à 20% du capital. Et donc, pour vous, par exemple, si vous êtes fondateur, imaginons donc vous faites une levée en BSAR, donc ça vous permet de financer le démarrage de la société, de vous lancer, de recruter, etc. Et vous projetez que vous avez besoin de lever peut-être 1 million d'euros, par exemple, lors de ce prochain tour. Ça vous permet en tout cas déjà de vous donner une idée si vous êtes effectivement sur ce standard de marché de 10 à 20% de dilution de capital pour justement vous projeter sur la valorisation de la société à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si, imaginons, vous voulez faire une levée de fonds d'1 million d'euros, c'est-à-dire que les investisseurs ils vont payer 1 million d'euros pour, par exemple, prendre 20% du capital de la société. Si on fait notre petite règle 3, voilà, on revient un petit peu aux maths, mais si on fait notre petite règle de 3, ça veut dire que donc ils prennent pour 20% de la société, enfin pour 1 million d'euros, pardon, ils prennent 20% de la société, ça veut dire que notre valo pré-monnaie de la société, elle s'élève à 4 millions d'euros. Parce que 4 pré-monnaie, vous êtes à 4 millions, vous rajoutez 1 million, ça vous fait 5 millions, et donc ça correspond à 20%. Donc vous voyez, là sur la valo cap, typiquement, on pourrait se dire, dans le meilleur des mondes, a priori, si on veut lever 1 million d'euros avec laisser à peu près autour de 20%, avoir 20% de dilution pour les futurs investisseurs, à ce moment-là, on pourrait peut-être tourner un cap autour de 4 millions parce que c'est peut-être là où on va se situer. Donc ça aussi, c'est une façon aussi de pouvoir un peu se projeter sur les sujets de valorisation et, on l'a bien dit, hein, de pouvoir mettre justement des chiffres derrière les valorisations cap et les valorisations floor. Sur la valorisation floor, il y a aussi un autre point, c'est de se dire, en fait, OK, là, on est arrivé un peu à se projeter sur les sujets de valorisation, notamment sur où est-ce qu'on va pouvoir se projeter pour déterminer notre cap. Là, ce qu'on voit aussi, nous, sur la plateforme, et on voulait vous donner un peu ces informations, c'est quel est l'intervalle, en fait, entre notre valo cap et notre valorisation floor. Et ce qu'on voit, en fait, sur la plateforme, c'est très souvent, majoritairement, en fait, on voit une valo cap qui est égale à 2 fois le floor. Après, ça n'empêche pas de voir qu'il y a des disparités, en fait, dans le ratio entre valo cap et valo floor. Mais en tout cas, effectivement, si, par exemple, vous voulez faire une valo cap à 4 millions, généralement, il peut y avoir une valo floor, du coup, autour de 2 millions. Donc déjà, ça vous permet de vous donner un peu des tendances de marché. Et bien évidemment, c'est pas forcément que ça qu'il faut faire, hein, mais on voit aussi d'autres usages en matière justement d'intervalle entre le cap et le floor. Mais vous voyez quand même majoritairement, on est sur un x2.
Également sur la décote. Très souvent, on a des questions des fondateurs en disant mais combien en fait, quel est en fait le taux de décote qui est un peu le standard de marché? Qu'est-ce que vous voyez vous de votre côté? Nous sur la plateforme, ce qu'on voit en tout cas dans ce qui est paramétré par les utilisateurs, on voit que majoritairement on prévoit une décote allez, entre 10 à 20% pour les investisseurs R. Et donc, encore une fois, on l'a dit, cette décote-là, elle vient récompenser la prise de risque de l'investisseur R parce qu'il a investi en early stage dans la société. Si on revient ici, vous voyez le taux de décote, encore une fois, hein, le futur investisseur, lui, va payer 100 euros son prix par action. L'investisseur R, lui, va convertir son BSR en action sur la base d'un prix par action de 80 euros. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour lui. Et encore une fois, c'est récompenser cette prise de risque. Après, bien évidemment, ça n'empêche pas, nous, on a déjà vu des taux de décote qui vont beaucoup plus loin. On a déjà vu des 40%, des 50%. Et bravo aux investisseurs R qui ont pu négocier. Et tout dépend, encore une fois, de l'attractivité de votre projet, de votre capacité à négocier, de votre capacité justement à pouvoir, parce que forcément, hein, ce que vous mettez en taux de décote, ça veut dire que pour l'investisseur R, c'est plus d'actions au capital mathématiquement derrière. Donc voilà, c'est ça aussi à avoir en tête. Et une fois que je vous ai parlé de tous ces principes clés, vous voyez, c'est vrai que c'est assez technique, mais l'idée, c'est encore une fois de vraiment démystifier tout ce qui se cache derrière. On vous a aussi organisé sur la plateforme un petit simulateur. Donc, vous pouvez donc flasher ce QR code ou faire une photo de ce QR code si vous voulez voir ça plus tard. L'idée, c'est quoi? C'est que ça vous permet de jouer un peu sur tous ces principes. C'est de se dire combien je prévois justement de faire ma levée en BSAR, 100 000, 200 000, 500 000 euros. À combien je souhaite fixer justement ce cap, ce floor, ce taux de décote, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se projeter en fonction des deux événements dont je vous ai parlé, à savoir en cas d'une prochaine levée de fonds significative ou à la date butoir, et de se projeter pour voir quelle serait la répartition de mon capital à ce moment-là en fonction des différents événements. Donc, allez-y, flashez ce QR code, vous allez normalement tomber justement sur un lien et vous allez pouvoir jouer avec le simulateur en remplissant tous les chiffres et derrière, vous projetez à combien de capital, quel pourcentage de capital vous allez rester en fonction des différents événements et des différents chiffres que vous souhaitez paramétrer. Donc ça, c'est la première partie sur justement le fonctionnement. Je vais regarder ce que vous avez des questions. Alors, il y a Barbara qui nous pose la question, est-ce que tous les investisseurs ont le même contrat, ont la même décote? Alors, effectivement, pour répondre à Barbara directement, chaque investisseur a son propre contrat. Donc, ça veut dire que justement, dans son contrat R, vous allez y paramétrer ce qu'on s'est dit, hein, la valo cap, la valo floor, le taux de décote, des engagements spécifiques, etc. Donc, c'est vraiment à chaque fois du sur-mesure pour chaque investisseur. Et donc, vous pouvez pour certains investisseurs, notamment pour des investisseurs peut-être un peu plus lead, avoir des termes et conditions un petit peu différents. Après, encore une fois, hein, ce qu'on voit sur la plateforme et notamment en termes de pratiques pour les fondateurs, notamment si vous faites, je ne sais pas, 40 BSAR, l'idée c'est quand même d'avoir un peu une harmonisation au niveau des termes et conditions, sinon je pense que vous n'allez pas vous en sortir. Donc effectivement, ce qui peut arriver, c'est que pour un ou deux investisseurs R un peu lead, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être un peu plus négocier sur le taux de décote, mais généralement, ce qu'on voit, c'est que le cap et le floor, si vous faites un tour en BSR, généralement le cap et le floor est le même parce que c'est les mêmes projections que vous allez faire. Et encore une fois, et ce qui peut changer, c'est peut-être plus dans les engagements peut-être plus politiques auxquels vous allez accorder à un investisseur R en lui donnant, on a dit, hein, peut-être le droit d'être dans le futur pacte d'associés, non pas dans un mini-pacte, le fait de pouvoir bénéficier d'un droit d'antidilution, le fait justement de bénéficier de la même catégorie d'actions que les nouveaux investisseurs. Vous voyez, tout ça, c'est gouverné dans le contraire.
Il y a aussi, alors, il y a une question donc, de Bernard. Que se passe-t-il si aucune action n'a été menée à l'échéance du BSR? Justement, c'est ce qu'on disait, à savoir, si on revient sur notre petite slide, on vient à ce moment-là sur à la date butoir. Et effectivement, c'est une très bonne question, c'est de se dire, il n'y a pas eu de levée de fonds qui a été, en tout cas de levée de fonds significative qui a été réalisée à ce moment-là. On a prévu, on a fixé une date butoir, imaginons, à 18 mois. À 18 mois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le BSR va être converti en action. Et en fait, dès à présent, on va justement se mettre d'accord dans le contrat R sur la valorisation qui est retenue à la date butoir. On peut en parler justement maintenant. La valorisation à la date butoir, c'est de se dire quoi? C'est de se dire d'ores et déjà, on va trouver une valorisation date butoir. Alors, généralement, nous, ce qu'on voit, c'est une valorisation qui est plutôt comprise entre généralement le cap et le floor. Pourquoi? Parce qu'il y a deux approches sur cette valo un peu date butoir. Déjà, la première approche est de se dire, finalement, la société, elle n'a pas réussi à lever d'argent. Donc, c'est peut-être un mauvais signal parce que, en fait, la société comptait lever de l'argent. Donc, finalement, c'est peut-être pas une bonne opération et donc on va convertir sur cette valorisation-là. C'est pour ça que certains diraient on peut dans ce cas-là mettre la valo butoir sur la même valo du floor. Mais en même temps, il y a aussi une autre façon de voir les choses. C'est peut-être se dire ok, mais c'est pas parce que la société n'a pas relevé derrière de l'argent, ou du moins significativement de l'argent, que ça se passe mal pour elle. C'est peut-être qu'elle a aussi trouvé de la rentabilité et que finalement, elle a peut-être aussi trouvé une autre source de financement par des emprunts ou peut-être par de la dette qui, du coup, ne l'oblige pas à relever des fonds. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la valorisation de la société a été impactée. Donc, c'est pour ça que tout ça dépend aussi un peu de l'état et de votre projet de société. Est-ce que c'est de votre startup? Est-ce que votre activité sera gourmande justement en cash et ça vous permettra derrière de jauger, de savoir est-ce que vous avez absolument besoin de relever de l'argent ou pas. Mais en attendant, dans ce qu'on voit effectivement sur les valorisations date butoir, c'est généralement entre le floor et le cap. Et on en reviendra, je vous présenterai un petit peu plus plus tard. Généralement, encore une fois, sur les délais date butoir, tout ça dépend un peu de votre timing. Si vous comptez lever rapidement de l'argent derrière, mais dans ce qu'on voit, c'est effectivement plutôt autour de 12 ou 18 mois, voire même 24 mois, ça arrive. Mais dans ce qu'on voit, c'est effectivement plutôt dans ces cas-là. Si on revient et on continue la présentation, et au pire, je reprendrai le reste des questions à la fin. Donc on vous a parlé justement là, de ce fameux QR code, j'espère que vous l'avez bien pris. Maintenant, c'est vous présenter un peu les différences et les similitudes avec une augmentation de capital. J'ai un peu évoqué le sujet au début, à savoir pourquoi en fait on veut faire un BSR. Je pense que vous l'avez bien compris, l'idée c'est d'accélérer, c'est d'aller vite, c'est de recevoir rapidement l'argent et de ne pas passer du temps sur la négociation d'une valorisation crantée de la société et de justement remettre à plus tard ces sujets de valorisation. Et donc, c'est pour ça que vous voyez là sur le premier, la valorisation, elle est différée, mais elle reste encadrée. Et on l'encadre justement par rapport au cap et au floor pour justement quand même pour que l'investisseur, lui, il trouve son compte à apporter de l'argent dans votre startup sous forme de BSR. Alors, vous voyez, dans une augmentation de capital, vous émettez des actions, ça implique nécessairement de fixer une valorisation de la société. Même chose sur la détention des nouvelles actions. Vous voyez, vous êtes un investisseur R, vous souscrivez un BSR. Vous ne rentrez pas tout de suite au capital de la société. Vous allez rentrer en fait ultérieurement. Alors que dans le cas d'une augmentation de capital, on fait une augmentation de capital. À ce moment-là, l'investisseur, il souscrit à des actions directement. Donc, c'est immédiate. La dilution, même chose, le BSR, encore une fois, il rentre pas au capital, l'investisseur R, il ne rentre pas au capital tout de suite de la société. Donc, la dilution, elle est différée. A contrario, avec une augmentation de capital qui est immédiate. Dans les deux cas, vous avez une mise à disposition des fonds, ça c'est clair. Mais alors, la grande différence aussi entre le BSR et l'augmentation de capital, c'est que pour le BSR, l'argent des investisseurs R sont virés directement sur le compte bancaire de la société. Alors que quand vous faites une augmentation de capital, vous devez ouvrir un compte
séquestre, un compte augmentation de capital auprès justement de votre banque. Donc, c'est là où, pour certains, ça peut engendrer une certaine phobie administrative vis-à-vis de leur banquier, mais vous voyez que ça peut rajouter en tout cas un petit processus sur le sujet. Vous devez donc contacter votre banque pour qu'ils vous ouvrent un compte, etc. Et en fait, tous les sous des futurs investisseurs, en tout cas de ceux qui font une augmentation de capital, ça va arriver sur ce compte séquestre. Et en fait, vous pouvez débloquer les fonds uniquement quand tous les fonds ont bien été reçus par la banque. Voilà, c'est ça quand même qu'il faut aussi avoir en tête en termes quand même sur la disposition des fonds des investisseurs. Dans les deux cas, vous avez quand même pour un BSR et une augmentation de capital une décision collective des associés pour autoriser l'opération. Même si on parle d'un BSR, mais il faut quand même une autorisation parce que c'est un bon de souscription d'action. À partir du moment où vous allez toucher, c'est des valeurs mobilières, mais à partir du moment où justement vous permettez à quelqu'un de rentrer au capital de votre boîte, nécessairement, ça va passer par une assemblée générale. Donc, dans tous les deux cas, BSR ou AK, augmentation de capital, pardon, vous allez passer par une décision collective des associés. Et enfin, sur les formalités d'augmentation de capital, encore une fois, sur le BSR, vous émettez un BSR. On l'a déjà dit, hein, l'investisseur R, il ne rentre pas tout de suite au capital. En fait, c'est au moment où vous allez rentrer, il va y avoir justement des entrées au capital lors d'une augmentation de capital, qu'à ce moment-là, on va changer le capital social de la société parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Et donc, du coup, vis-à-vis du greffe du tribunal de commerce, de votre CABIS, votre capital social, il va changer. C'est pour ça qu'il faut faire ces formalités derrière, qui peut prendre un petit peu de temps pour mettre justement à jour votre CABIS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Sinon, je les prendrai à la fin. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est une petite démonstration quand même de comment s'organise justement un BSR sur la plateforme Sealegals. Donc, je vais arrêter hop, ici. Hop, je vais y arriver. Hop. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un peu une simulation justement de comment ça se passe justement de mettre en place un BSR sur la plateforme Sealegals. Ça permettra d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur l'enchaînement des différents documents à signer. Donc on l'a dit, hein, là vous êtes sur la plateforme, vous avez vous avez créé votre compte, vous avez paramétré justement votre table de capitalisation, vous avez expliqué en fait comment est réparti le capital dans la société, qui sont les fondateurs, etc. Et donc là, vous êtes sur la partie financement. Vous voulez mettre en place un BSR pour un investisseur en particulier. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un test, par exemple, BSR Investor Test. Vous allez donc pouvoir paramétrer ce BSR. Donc là, par exemple, l'investisseur R, il est venu vous voir, il est intéressé par votre projet, il veut mettre 100 000 euros dans la société. Donc, c'est pour ça que vous pouvez justement, dans l'aperçu, indiquer quel est le montant que souhaite investir justement cet investisseur, quelle date d'investissement et surtout dans quelle catégorie d'action il souhaite avoir dans la société. Et ensuite, une fois que vous avez donc indiqué ça, vous allez paramétrer vos termes clés. Et en fait, tout ça, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit. Donc là, par exemple, vous avez donc ce workflow avec un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre. Par exemple, est-ce que vous allez conclure plusieurs BSR dans le cadre de cette levée? Donc là, par exemple, je veux faire ma levée, il y a un investisseur R qui va mettre 100 000 euros, mais en fait, plus globalement, moi, je prévois de faire une levée d'1 million d'euros en BSR. Donc, vous allez indiquer le montant. Ensuite, vous allez un peu décrire les raisons en fait, de l'utilisation des fonds que vous allez recevoir en BSR pour la société. Et on va enfin passer sur les histoires donc, de valorisation, de plafond et de décote. Et là, c'est ce qu'on s'était dit dans le cadre de la présentation, dans les slides, c'est de dire que justement, la conversion du BSR pour l'investisseur R, il va se faire à l'occasion d'une prochaine levée de fonds. Et c'est là où on va justement paramétrer et discuter la valorisation cap, la valorisation floor et de la décote. Donc, effectivement, là, on est dans l'hypothèse de la valorisation variable, celle qui est basée sur la base du prochain tour, et vous allez pouvoir indiquer votre décote. Donc, vous pouvez mettre 20%, vous pouvez mettre 10%, 15%, ça reste un peu de la négociation, mais en tout cas, vous pouvez l'indiquer directement dans ces questionnaires. Ensuite, vous pouvez donc, ce qu'on disait, mettre un cap et appliquer justement un chiffre à ce cap. Moi, dans mon exemple,
On va mettre un cap, j'ai mis 4 millions d'euros. Vous fixez ensuite la valorisation plancher. Donc là, par exemple, j'ai dit oh, c'est plutôt 1 million d'euros. Et ensuite, votre valorisation date butoir. Donc on l'a dit, ce n'est pas forcément la valorisation plancher, elle peut être entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on a indiqué ici une valorisation autour à 2 millions d'euros. Ensuite, derrière, on a dit à quel moment va se faire la conversion du BSAR en action. On a dit c'est une levée de fonds significative. Significative, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est là où on vient un peu préciser, dire quel est le montant minimum d'investissement qui constitue une nouvelle levée. Bien sûr, on exclut tous les prochains BSR que vous voulez faire par ailleurs. Là, on parle vraiment d'une levée de fonds, augmentation de capital. Donc c'est là où vous allez indiquer justement, moi je considère que c'est 600 000 euros d'investissement, 1 million d'euros d'investissement qui permet de déclencher justement la conversion des BSR en actions. Ensuite, vous précisez en quelle catégorie d'action le BSR sera converti. Est-ce que ce sera en action simplement ou ordinaire, ou est-ce que ce sera la catégorie d'actions auxquelles vont souscrire les futurs investisseurs, les VC par exemple, notamment pour l'application de la clause de la liquidation préférentielle. Ça, vous avez la possibilité aussi de l'indiquer. Sur la date butoir, également, là, vous précisez aussi la date. Vous voyez, donc vous pouvez mettre 12 mois, 24 mois, 36 mois, une date spécifique. Ce qui est pas mal, c'est que si vous faites plusieurs BSR, c'est bien. Ce qu'on voit généralement sur la plateforme, c'est que les utilisateurs, les fondateurs aiment bien aussi avoir une date spécifique pour tous les BSR. Comme ça, au moins, on est sûr que la date de conversion, elle est à la même date. Mais en tout cas, ici, vous venez paramétrer cette date-là. On l'a dit, coordonnées bancaires, parce que les sous arrivent directement sur le compte de la société. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, c'est pour ça que là, vous venez remplir justement l'IBAN, toutes les informations bancaires. Votre entreprise a-t-elle un commissaire aux comptes? Vous voyez, donc je ne vais pas vous passer non plus toutes les questions, mais c'est pour vous montrer que l'idée, c'est quand même on va affiner justement ce contrat et la documentation en fonction des réponses auxquelles vous apportez. Donc, la même chose, est-ce que l'investisseur R, lui, il apporte de l'argent dans la société. Il veut quand même un certain nombre aussi, parfois, de garanties. Ça peut arriver, notamment sur la propriété intellectuelle. Donc, est-ce que vous pouvez aussi donner la garantie que la société possède bien toute l'API? Vous savez, qui peut être parfois le nerf de la guerre pour certaines sociétés. Vous avez la possibilité, en tout cas, de le paramétrer ici directement. Même chose que vous voulez donner un droit d'information à votre investisseur R. Est-ce qu'il demande le droit de participer au prochain tour, etc. etc. Et on a également préparé un freeform text où en fait, c'est la possibilité de rajouter des dispositions supplémentaires dans votre accord. Peut-être qu'il y a aussi des spécificités, des choses plus atypiques. Parce que là, ce qu'on vous présente, encore une fois, c'est vraiment le standard de marché. C'est 95% des BSR qui sont justement organisés de cette façon, draftés de cette façon-là. Mais il peut arriver que justement, entre le fondateur et l'investisseur, il y a des engagements un peu plus spécifiques à rajouter. Donc, c'est pour ça que vous avez ce freeform text que vous pouvez ici compléter. Une fois que vous avez répondu à tous ces termes clés, c'est fait, c'est bon, vous l'avez bien paramétré. Et derrière, vous voyez, il y a les documents que vous pouvez générer. Il y a l'accord d'investissement R, donc vous savez, cet accord, donc on l'a dit, qui est attaché justement au BSA qui vient décrire justement les termes et conditions de ce BSA pour sa conversion. Et derrière, vous avez la documentation qu'on appelle plus corporate, juridique, qui concerne le rapport du président et les décisions unanimes des associés qui viennent autoriser justement l'émission et l'attribution de ce BSR à cet investisseur. Et enfin, le bulletin de souscription qui doit être souscrit par l'investisseur R. Si on va aller regarder, vous voyez donc l'accord d'investissement R, j'ai paramétré mes termes clés. Et là, vous voyez, en fonction des termes auxquels j'ai répondu, je vais avoir mon accord d'investissement rapide qui est fait directement. Donc voilà, je projette de lever 1 million en tout. Il y a 100 000 euros qui va être investi par cet investisseur R, etc. Et donc là, vous avez tout votre contrat. Vous avez donc le compte bancaire qui sera rempli, le compte bancaire de la société que vous allez remplir, ça va se refléter ici. Et même chose exactement, vous voyez, pour les valorisations ici, elles sont reflétées dans le contrat. Et donc, vous voyez, c'est seulement en quelques clics que vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas forcément avoir une lecture hyper littérale du contrat, parce que vous avez des mauvais souvenirs peut-être de vos cours de droit, sachez que vous pouvez aussi avoir une vision par la partie terme. Donc, vous voyez, c'est peut-être plus simple à regarder.
pour retrouver justement les différents termes que vous avez paramétrés dans votre contrat R. Donc ici, le cap, le floor, la décote, la date butoir, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez ici le paramétrer directement. Et ensuite, vous pouvez le partager à vos investisseurs qui sont intéressés pour qu'ils regardent le contrat et qu'ils puissent justement être d'accord là-dessus. Et une fois qu'ils sont d'accord, vous avez la possibilité de le faire signer. Donc, comme ça, c'est directement sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin de faire ça par email, sur Word, etc. Vous pouvez le faire directement via la plateforme. Et si vraiment vous voulez le télécharger, vous avez cette fonctionnalité, télécharger le PDF. Et ça permet, comme ça, en tout cas, de faciliter la circulation d'informations avec votre investisseur R. Je continue également, vous avez les décisions unanimes des associés. Vous voyez, ça génère aussi automatiquement. Donc là, en fonction des paramètres que vous avez fait mis plus haut, ça se met directement dans le document. Et vous voyez ici, on y décrit les termes et conditions du BSAR dans les décisions unanimes des associés, ce qui est la même chose, un peu, ce qu'on reprend en fait un peu le contraire, ce qui est juridiquement normal, en tout cas, ce qu'il faut refléter. Et derrière, vous avez le nom de l'investisseur qui va apparaître, etc. Donc, vous voyez, tout se fait encore une fois en quelques clics. Et derrière, encore une fois, vous avez la même chose, bulletin de souscription qui est généré automatiquement en fonction du montant exact que souhaite investir cet investisseur R. Donc, une fois que c'est fait, vous le partagez, vous le signez et ensuite, vous archivez vos documents directement sur la plateforme. Donc, comme génial, vous pouvez centraliser toute l'information. Ça vous évite de perdre tout ça sur des disques durs en local sur votre ordinateur. Et c'est là où on voit que c'est quand même hyper intéressant pour des entrepreneurs parce que souvent, on voit que vous présentez, vous pitchez votre projet justement à des investisseurs qui souhaitent justement investir dans votre société et pourquoi pas justement en BSR. Et il peut y avoir un peu ce côté justement frustrant de prendre un peu de temps parce qu'il faut préparer la documentation juridique, il faut aller voir avec l'avocat, etc. Et en fait, au bout de 3 semaines, un mois, finalement, peut-être l'investisseur R, il est peut-être parti parce qu'il a une autre opportunité, finalement, c'est compliqué, etc. Donc, c'est là où on voit tout l'intérêt pour un entrepreneur, c'est que on peut aller très vite là-dessus. Vous voyez, en 24 heures, on peut se mettre d'accord sur la documentation en fonction des termes qu'on veut paramétrer et on peut se recevoir les sous le lendemain. Donc, c'est là où il y a un avantage et vous pouvez surtout faire des BSR au fil de l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tous vos investisseurs arrêtés avec la liste complète. Vous pouvez faire justement ces BSR au fil de l'eau. Donc, c'est vrai que pour les investisseurs, ça permet aussi en termes de cycle de trésorerie d'avoir des sous qui arrivent un peu en continu. Et donc, ça, c'est vraiment un avantage pour les entrepreneurs. Et sinon, écoutez, moi, c'était un peu pour la présentation, justement, pour vous montrer comment ça tourne. Vous voyez que c'est assez simple. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes, mais est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder si vous avez quelles sont un peu vos questions de vos côtés. Alors oui, est-ce que le BSR est appliqué pour des investisseurs étrangers? Effectivement, il n'y a pas de condition. Vous pouvez tout à fait avoir un investisseur étranger qui investit dans votre société. Ce n'est pas du tout un problème. Il faut juste qu'on ait les comparutions, enfin les informations concernant cet investisseur-là. Par exemple, je ne sais pas si une boîte qui est basée en Angleterre, on a besoin d'avoir toutes ces informations pour ensuite la mettre dans la documentation juridique. Mais en attendant, ce n'est pas du tout un problème. Et justement, c'est ce qu'on voit aussi régulièrement, que ce soit des investisseurs étrangers qui souscrivent à des BSR. Une autre question et même chose aussi pour les investisseurs US, si c'est rattaché à la même question, c'est pas un problème en tout cas. Il y avait une autre question aussi sur la cessibilité du BSR. Non, alors en soi, c'est une valeur mobilière. Vous pouvez théoriquement le céder, mais en fait, ce qu'on voit, nous, sur le marché, et c'est ce qui est prévu dans l'immense majorité des cas, c'est de prévoir plutôt une incessibilité du BSAR. Pourquoi? Parce que généralement, quand justement vous émettez un BSAR au profit d'un investisseur, c'est parce qu'il y a une relation un peu institut personnel avec cet investisseur R. Et donc, c'est pour ça que généralement, on prévoit dans la documentation que le BSR est incessible
sauf l'accord préalable des fondateurs, si effectivement on peut se mettre d'accord. L'idée, c'est que l'investisseur R ne fasse pas dans son coin ses petites sessions, etc. Et l'idée, c'est que ce soit quand même qu'on se mette tous d'accord si vraiment il y a un besoin de céder le BSR. En tout cas, par principe, l'idée est de restreindre justement l'accessibilité de ce BSR. Que se passe-t-il si les BSR cumulés dépassent le montant prévu pour la levée de fonds significative? Alors encore une fois, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que quand on va parler de levée de fonds significative, c'est plutôt de dire qu'on parle d'une augmentation de capital. On ne parle pas ici de future levée de fonds, on va dire plutôt en BSR. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on parle d'augmentation de capital, c'est parce que derrière, on vient cranter une valorisation de la société. On vient justement à ce moment-là discuter un peu de la term sheet, des termes et conditions du pacte d'associés. Et l'idée, c'est que les investisseurs BSR, ils se glissent un peu dans cette levée de fonds en augmentation de capital. Et justement, ils utilisent la valorisation qui est crantée à ce moment-là et ils rentrent justement dans la documentation contractuelle, pacte de l'associé mini-pacte, qui sera négocié à ce moment-là. En tout cas, si vous faites si une société, une boîte fait une première levée de fonds BSR et en fait une deuxième, en tout cas, l'idée, c'est que ça ne vient pas déclencher la conversion des premiers. Voilà pour les questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des questions sur le BSR pour rémunérer des prestataires en nature. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine juridique. Théoriquement, on peut le faire, mais c'est très inhabituel parce que ça implique ce qu'on appelle des compensations de créances, qu'on implique d'avoir justement des créances liquides exigibles, d'avoir des factures, etc. Ce qui implique forcément de faire rentrer un commissaire au compte derrière pour certifier votre créance. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je vais dire un oui juridiquement, mais dans la pratique, honnêtement, c'est un peu plus complexe. Et sinon, vous avez aussi une autre possibilité plutôt de récompenser. Si c'est une autre façon, c'est plutôt par du BSA Advisor. C'est aussi un autre produit qui peut être sur la plateforme. Vous pouvez aller regarder. Donc oui, pour répondre à ta question, Benoît, juridiquement, on peut. Mais dans les faits, j'ai peur que ça te coûte un petit peu d'argent et que ça rallonge en tout cas le processus de ton côté. Et sinon, je crois que j'ai vu une question passer sur justement sur comment ça fonctionne sur la plateforme. Allez-y, en fait, c'est pas un abonnement, c'est plutôt du one shot, mais allez-y, vous pouvez créer un compte et aller sur la plateforme, vous inscrire et regarder. Et vous voyez qu'en fonction en fait du montant du BSR que vous que vous souhaitez lever, et du coup, il y a un prix qui est fixé. L'idée, c'est justement d'adapter le pricing en fonction du montant que vous souhaitez lever. C'est sûr que ça n'a pas de sens de faire facturer quelqu'un qui veut lever 100 000 euros la même chose que quelqu'un qui veut lever 100 000 euros en BSR. Donc, vous pouvez aller directement sur notre site internet Seedlegals, créer justement un compte Seedlegals pour justement avoir un peu une première approche de ces documents. Et si vous voulez booker encore une nouvelle démo pour aller un peu plus dans le détail avec quelqu'un de l'équipe, n'hésitez pas, on vous encourage. Écoutez, il est midi. J'ai l'impression qu'on arrive au terme de ce webinaire. L'idée, c'était vraiment de prévoir un webinaire en 1 heure. Donc là, je pense que c'est parfait. Si vous avez des questions, envoyez-nous directement un message sur Intercom, sur notre site internet. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et en tout cas, moi, j'étais donc très, très, très content de faire ce premier webinaire pour Seedlegals. J'espère que je ne suis pas tombé dans le travers des anciens avocats qui sont promis. J'ai fait utiliser des allocutions latines ou des non-obstants. Mais en tout cas, j'étais ravi de vous démystifier et vous expliquer un peu justement le mécanisme du BSAR. Et encore une fois, vous avez des questions, allez sur notre site internet et envoyez-nous un message. On sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée et à très vite. Au revoir.